Bienvenue, mon nom est Jennifer Mignot. C'est la deuxième capsule du journal intime d'une épouse d'un ancien combattant atteint du syndrome du stress post-traumatique. Aujourd'hui, on a envie de vous parler de la naissance de Rambo. Rambo, chez nous, c'est le nom qu'on donne à maintenant la personnalité de mon mari quand il est dans son état. Et je sais que tous ceux qui sont proches d'un ancien combattant qui est atteint du syndrome de stress post-traumatique comprennent très bien ce que je veux dire quand je parle de l'état. Aujourd'hui, on est capable de nommer Rambo quand il est là. Mais je pense que de raconter le moment où chez nous il a pris du sens, ben, ça mérite d'être raconté. Alors, il y a de cela 2 ans environ, on est en train de marcher au lac Boivin à Granby, qui est situé à une trentaine de kilomètres de chez nous. Et puis, lors de cette marche-là, je sais que je dois demander à mon mari de cesser d'utiliser certains propos avec notre fils qui avait 16 ans à ce moment-là. Et je sais que c'est jamais une situation facile parce que il réagit toujours à ce genre de discussion-là. Donc, on marche et je me mets à y expliquer le plus calmement possible, dans le fond, qu'on vit une situation qui est inacceptable, puis je lui demande de corriger le tir. Et évidemment, ben, ce qui devait arriver arriva. Même mes mots les plus doux n'ont pas réussi à empêcher son état de naître. Et vous savez, à un moment donné, c'est très difficile parce que on se sent pris entre l'arbre et l'écorce, hein? On veut pas rien provoquer d'un côté, mais en même temps, on est tiraillé par le besoin de protéger aussi, en l'occurrence ici, les enfants. Donc, son état arrive. Et moi, je le reconnais parce qu'il utilise toujours des mots comme toujours et jamais. Donc, je suis jamais correct, t'es jamais satisfaite de moi, etc. Ce coup-là, ben, j'ai décidé que ça me tentait pas. Ça me tentait pas d'entendre ça, ça me tentait pas de vivre ça. Je me suis pompée. Fait que j'ai commencé à marcher plus vite. Sachant qu'il a mal au dos, sachant qu'il doit s'arrêter quand même assez souvent. Mais je me suis mis à avancer puis je me suis jamais retournée. Donc, je me suis rendue à l'auto qui était pas si loin que ça, à toute fin pratique. Moi, j'ai le sac à dos avec moi, j'ai les clés, j'ai l'eau, j'ai le portefeuille de mon mari. Donc, je sais qu'il va arriver. Je me souviendrai toujours, il était 7h moins 10 le soir. Et l'auto était stationnée de façon à ce que on voyait les gens arriver là, de là d'où nous arrivions. Donc, je m'assois dans l'auto, puis je pompe. Je suis pas contente parce que je le vois pas arriver. Fait que là, je me dis qu'il veut me tenir tête, puis c'est sa façon de répondre à ce qui faisait pas son affaire. Mais le temps passe. Puis tranquillement, la colère a fait place au doute. Je le voyais toujours pas arriver. J'ai commencé à sortir de l'auto, aller faire un bout de chemin sur la piste cyclable, regarder dans les alentours. J'ai commencé à demander aux gens s'ils avaient vu quelqu'un qui correspondait à la description de mon mari. Non. Je demande à un monsieur s'il a vu mon mari, puis il m'offre son cellulaire, parce qu'en plus, j'avais pas de cellulaire, puis j'avais pas de numéro de téléphone en tête. Donc, il a été assez gentil pour me prêter son cellulaire pour que j'appelle la police. J'appelle la police, celle-ci arrive assez rapidement. J'explique la situation, je suis l'épouse d'un ancien combattant, il est suivi au centre Sainte-Anne toutes les semaines. Et les questions qu'on commence à me poser, c'est est-ce que vous vous êtes chicané? Est-ce que vous allez divorcer? Dans quelle situation êtes-vous? C'est sûr que ça va pas bien dans notre couple, hein? Mais en même temps, on n'est pas en instance de divorce. Écoute, j'ai dit, je suis honnête, mais je suis un peu sa panique, parce que dans le fond de mes tripes, là, je sais qu'il dort actuellement 20 heures par jour. Je le sais qu'il est extrêmement malheureux. Puis je le sais qu'il a le potentiel de commettre des gestes irréparables. Donc, très rapidement, la police prend le dossier en main.
appelle d'autres collègues, organise des fouilles, des policiers à pied avec des porte-voix, des policiers à bicyclette sur les pistes cyclables, des voitures de police qui sillonnent les rues de Granby à la recherche, et on me pose plein de questions. Comme ça, vous étiez à 500 mètres la dernière fois que vous l'avez vu? Vous étiez à 500 mètres à l'est ou à l'ouest? Puis moi, là, j'ai aucun sens de l'orientation. Ceux qui me connaissent savent à quel point je me perds juste en sortant de chez nous. Fait que moi, là, ça me fait paniquer encore plus. D'autant plus que j'ai pas personne vraiment à qui appeler. Et je vois un paquet de monde qui est à la recherche de mon mari, puis moi, j'en fais pas nécessairement comme partie. Parce que je comprends que je suis la dernière personne qui l'a vu, puis je comprends aussi par l'attitude des policiers qui savent pas encore si je suis juste une épouse éplorée ou si je suis coupable. C'est une situation qui est très désagréable. Très désagréable. Difficile. Parce que en dedans, je panique. Moi, je sais qu'il a besoin d'aide. La nuit tombe. Je sais qu'il a peur du noir. Puis j'ai aucune nouvelle de lui. Je veux pas m'en aller parce que je me dis, il va revenir là où est-ce il va penser que je suis. Je veux dire, jamais il va penser que je vais partir de Granby puis m'en aller en auto à Farnham puis le laisser en arrière de moi. C'est impossible. Donc, les recherches s'organisent. L'unité de sauvetage, la Haute-Yamaska, arrive. Les chiens renifleurs sont là. Un policier me demande si j'ai un morceau de vêtement qui appartient à mon mari pour les chiens. Il y a un manteau dans l'auto, puis je l'ai jamais vu. Le manteau était sur le siège en arrière. J'étais tellement énervée que je l'ai jamais vu. J'ai dit au policier, j'écoute, non, j'ai rien. Puis je regarde devant lui dans l'auto. Non, j'ai rien. Mais j'ai dit, j'ai mon chandail. On s'est donné une caresse tantôt. Est-ce que tu penses que c'est correct? Et il me dit, ben oui, le chandail va faire. Écoute, moi là, tellement ça panique, j'enlève mon chandail là. Dieu merci, j'avais un soutien-gorge qui avait de l'allure, mais quand même, il y avait plus rien qui avait de l'importance dans ma tête. J'étais vraiment plus là, moi non plus. Par une série d'événements, je vais vous épargner les détails parce que je parle beaucoup, puis je veux pas non plus faire des vidéos de 20 minutes, là. C'est long à écouter des fois, je présume, mais on finit par retrouver mon mari à l'Ange Gardien, donc qui est à peu près à 25 km de là où on est, 4h30 plus tard. Et il est dans le stationnement du McDo. Je vais donc le rejoindre en auto, sachant vraiment pas à quoi m'attendre, parce que moi, là, je suis plus fâchée, là. Là, je suis contente de savoir qu'il est en vie. Mais je sais pas comment lui, il va être. Et je suis arrivée, il y avait 2 policiers, en fait, un à sa droite, un à sa gauche. Et en arrivant en auto, tu sais, on connaît le non-verbal de ceux qu'on aime, hein? Oh my God. C'était plus lui, c'était pas lui. Il était droit, il se tenait les bras en avant. Il répondait aux policiers, mais il regardait au-dessus de leur tête. Il était sur le watch. C'était un militaire qui était devant moi. Je stationne l'auto. Je m'avance vers lui. Puis j'ai dit, puis excusez-moi les mots, mais c'est vraiment ce que j'ai dit. Je disais, je suis contente en Christ de te voir. Je le serre dans mes bras. Puis il me serre dans ses bras, mais il n'y avait aucune émotion. Il m'a donné une caresse comme si on était des amis, puis que on se voyait 5 fois par jour, puis à toutes les fois qu'on se voyait, on se donnait un « Hey, salut, ça va? » Il y avait aucune chaleur, aucune émotion. Il y avait une distance absolument incroyable. Je lui explique dans l'auto, c'est super gentiment, hey, on a vécu toute une gamme d'émotions, la police était après toi, puis lui, là, il réalise pas, hein. Lui, il dit, ben voyons donc, les polices, qu'est-ce que t'avais à la police? Lui, il comprenait pas, là, ce que j'avais vécu à l'autre bord.
Je l'ai ramené chez nous, puis ça a été l'être de distance, puis c'était la première fois que mon mari, je voyais à quel point mon mari était enterré en dessous de son uniforme invisible. C'était la première fois que je réalisais qu'il était inatteignable, mais surtout que ce n'était pas lui. C'était pas mon mari. C'était quelqu'un d'autre. Il y a des problèmes de dos, je l'ai dit tantôt, fait que pas besoin de vous dire qu'après avoir marché 35 km, il était passablement raqué. Ce soir-là, j'ai usé de beaucoup de douceur avec lui. En sentant la distance, puis en sentant que c'était pas mon mari. Je l'ai massé. J'y ai fait l'amour. Ben, moi, j'y ai fait l'amour. Parce que lui, il m'a pas fait l'amour dans le sens que il était pas là. Ben, ceux qui passent par là, ben, savent, comprennent. Le lendemain, ben, c'est moi qui ai appelé son psychologue pour y expliquer ce qui s'était passé. 2 jours après, ben, je me rendais avec lui chez son psychologue pour me faire sa voix puis expliquer ce qui s'était passé. J'en ai pas vraiment parlé à personne, sauf à une personne là, que j'ai réussi à rejoindre là, dans tout ce drame-là. Autant cet événement a vraiment pas été beau parce qu'il est resté Rambo pendant 5 jours d'affilée. Pendant 5 jours, c'était pas lui. Il y a pas d'autres mots pour expliquer la distance, la froideur, l'absence même du regard. Puis, ce qui a été beau là-dedans, c'est qu'il en est sorti. À un moment donné, après une semaine, il y a comme eu un élan d'empathie pour moi. En fait, ce que j'ai passé au travers, il a fait plus de mal. En fait, oh my God, je t'ai fait vivre ça, chérie, pis ça y a vraiment fait de la peine. Puis là, moi, j'étais là, ben non, moi, c'est correct, regarde, moi, je t'ai retrouvé, t'es en vie, c'est parfait, c'est ce que toi, t'as vécu, chérie, c'est gros. Il était même pas capable de le reconnaître pour lui. En fait, ses premiers élans d'empathie, ils ont été pour moi, puis pour notre fils de 16 ans. C'est là que lui aussi, ça a été pour lui la première claque. C'était la première fois qu'il réalisait que de un, il vivait un état, puis que ça avait des impacts sur ceux qu'il aimait. C'était la première fois, je pense, qu'il réalisait où il était rendu. Puis moi, ben, c'était la première fois que je réalisais le peu d'outils que j'avais. Puis à quel point, ben, j'avais pas de ressources. Puis à quel point l'isolement puis la solitude me pesait, là. Aujourd'hui, ben, quand mon super-héros me parle de son état, ben, lui-même fait référence à Rambo. Rambo, c'est devenu comme le symbole pour nous. Donc, je vais sûrement réutiliser l'expression Rambo dans d'autres capsules. Je veux juste m'assurer que vous compreniez que c'est le symbole que mon mari, c'est pas un être violent là, qui défait toute la maison. Là. Mais n'en demeure pas moins que Rambo, c'est quelqu'un qui a une mission. C'est quelqu'un qui a pas vraiment d'empathie puis de sentiment. Lui, son objectif, c'est d'atteindre sa mission puis d'éliminer les ennemis, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Je suis pas une spécialiste, je suis pas une psychologue, mais c'est juste pour vous dire à quel point des fois, ben, on a besoin d'aide puis de ressources nous.
les conjoints et les conjointes d'un ancien combattant atteint du syndrome de stress post-traumatique. Je vais juste finir ma capsule en pluguant une page Facebook qui a été créée il y a une semaine, qui s'appelle Aidante naturelle d'un vétéran Caregivers. Je vous invite à visiter la page. Je vous invite à la liker si vous appuyez notre cause. Je suis à la recherche de d'autres femmes comme moi qui vivent des situations similaires puis qui ont envie de se faire entendre, puis de nommer leurs besoins, puis de faire changer les choses. Fait que là-dessus, je vous souhaite de passer une belle journée. Merci de m'avoir écouté, puis on se rejoint à la prochaine capsule. Bye bye.